Bonjour Bruno Gollnisch. Bonjour. Bruno Gollnisch, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies s'est ouverte. Messieurs Trump et Macron ont fait des discours. Qu'en avez-vous pensé? Bien, écoutez, cela ravivait en moi des souvenirs fort anciens, parce que quand j'étais jeune député à l'Assemblée nationale française, il y a de cela 32 ans, membre de la Commission des Affaires étrangères, celle-ci m'a délégué par deux années de suite, en cette période d'automne, à l'Assemblée générale des Nations Unies. J'ai donc eu l'honneur de siéger sur les 4 ou 5 places qui sont réservées à la délégation française et à participer aux discussions avec l'ambassadeur de France à l'ONU pour préparer ces sessions. J'ai écouté le discours de M. Trump. Je lui trouve toujours le même charisme. Je déplore malgré tout que cette hostilité à l'égard de l'Iran qui ne me paraît pas justifiée. Enfin, mais j'ai entendu celui aussi d'Emmanuel Macron. Je dois dire que j'ai été assez choqué quand il a dit qu'il venait d'un pays qui avait fait beaucoup de mal, beaucoup de mauvaises choses, enfin beaucoup d'erreurs, beaucoup de mauvaises choses. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement son rôle de chef d'État de dire cela. Nous n'avons pas à être particulièrement honteux de l'histoire de France, même si évidemment, comme toute aventure humaine, elle est imparfaite. Et en tout cas, ce n'est pas forcément à lui de le dire. J'ai aussi remarqué sa nervosité, on l'avait vu dans cet état d'excitation extrême, notamment au cours de la campagne électorale présidentielle, à un meeting où il s'était mis en quelque sorte à hurler. Là aussi, on le voyait un peu trépigner lorsqu'il plaidait contre le retour du protectionnisme. Bon, je ne crois pas que ça justifie cette attitude. Je crois qu'il y a un débat à avoir sur la question de savoir si certains pays, comme aujourd'hui les États-Unis d'Amérique, et malheureusement pas comme la France, pas comme l'Union européenne, ont ou non le droit et même le devoir de protéger leur population, leurs économies, leurs industries contre un certain dumping social que pratiquent des pays à très bas niveau de salaire et de normes et de protection sociale. Voilà, c'est un débat politique. J'ai été surpris de retrouver cette véhémence qui ne me paraît pas être un signe de maturité. Quand M. Macron a parlé des mauvaises choses qu'avait fait la France, peut-être avait-il à l'idée la guerre d'Algérie, puisqu'on l'a vu récemment annoncer qu'il donnerait la Légion d'honneur à d'anciens harkis, mais dans le même temps, il a commémoré l'assassinat par l'armée française de Maurice Audin, militant communiste. Oui, alors les deux choses sont extraordinairement différentes, parce que dans l'affaire Audin, il déclare implicitement l'armée française et la France coupable. Dans l'affaire des harkis, il distribue quelques médailles. Mais ça ne va pas plus loin. Alors, d'abord, dans l'affaire Audin, moi, j'aurais préféré, rétrospectivement, que Audin puisse bénéficier, serait-ce d'un tribunal militaire ou d'un conseil de guerre, qui l'aurait condamné dans les formes légales. Mais je ne vais pas pleurer sur sa mémoire. C'était un complice du FLN. Le FLN algérien s'est distingué par des atrocités sans nom contre la population civile française et musulmane. Le FLN algérien a tué beaucoup plus de musulmans encore qu'il n'a tué d'Européens, y compris des femmes, des vieillards, des enfants, de façon atroce, en les égorgeant, les émasculant, clouant les enfants sur des portes, assassinant un village entier qui ne lui avait pas fait allégeance. Tout ceci a été effroyable. Alors, vous comprenez, dans cet océan de sang, de larmes, de douleur, je dois dire que moi, ma pitié ne va pas particulièrement à la mémoire de Maurice Audin. En revanche, elle va effectivement aux harkis. Pas seulement d'ailleurs les harkis, parce qu'on dit les harkis. Les harkis étaient les supplétifs, mais il n'y a pas que les harkis. Il y avait dans l'armée française des musulmans qui étaient officiers, sous-officiers. D'ailleurs, Ben Bella lui-même, un des chefs de la rébellion algérienne, était un ancien adjudant de l'armée française. Bon. Et moi, j'ai connu un héros de l'armée française, un vrai, le capitaine Rabat Khelif, à Lyon, qui était une haute personnalité, même si nous avons divergé un peu sur
la construction, l'édification d'une mosquée qui a échappé, dont le contrôle a échappé aux Français musulmans à qui elle était destinée. Mais voilà, l'affaire des harkis, c'est effectivement un crime abominable. C'est un crime abominable. Je dois dire, c'est mon premier souvenir politique marquant d'enfant, qui sans doute a déterminé une grande partie de mes choix politiques. Le fait que l'armée française ait reçu l'ordre de rester l'arme au pied et même de livrer aux égorgeurs qui les ont ébouillantés, qui les ont crucifiés, ceux qui avaient fait le choix de la France et que l'on avait incité à faire ce choix, dont heureusement, au mépris des ordres, quelques officiers courageux ont pu sauver vers la métropole et qui y ont été médiocrement accueillis, c'est un crime. Et c'est un crime dans le gouvernement de l'époque, et je regrette de le dire, le général de Gaulle. Il y a un certain nombre de choses, de legs du général de Gaulle qui méritent sans doute aujourd'hui peut-être de la considération, mais de cela, lui-même, son gouvernement, messieurs Debré, Jox, sont responsables, le général Katz en France, qui a donné l'ordre aux troupes de rester l'arme au pied pendant qu'on massacrait 2000 civils à Oran, car il n'y a pas eu que les harkis de massacrer, il y a eu aussi beaucoup d'Européens. Voilà. Alors ça, je crois que ça méritait plus. On aurait pu demander à cette occasion-là à un certain nombre de personnalités politiques de s'exprimer, à Jean-Marie Le Pen, qui lui a été le premier, je dirais, a fait partie de la petite poignée d'hommes politiques qui les a défendus et qui s'est indigné du sort qui leur était réservé. Et je me souviens aussi de l'admirable livre du Bachaga Boualem, un grand chef musulman en Algérie, exilé avec les siens en France, Mon pays, la France. Là aussi, c'est un de mes souvenirs de jeunesse, je devrais dire d'enfance, qui m'a marqué pour toute ma vie. Revenons à l'Europe si vous le voulez bien. Vous étiez récemment en Allemagne pour 3 jours, vous avez découvert la ville. Avez-vous un sentiment à livrer sur son patrimoine et sur la façon dont vous avez été accueillis, les personnalités que vous avez rencontrées? À Berlin, j'ai fait un séjour extrêmement bref. J'y ai rencontré un de mes anciens amis de la faculté de Kyoto. Nous étions voisins dans la même maison délabrée au Japon, dans laquelle le loyer n'était pas cher parce qu'il n'y avait pas de chauffage. Alors, il y avait des réchauds à pétrole et il n'y avait pas d'eau courante. Il fallait aller au bain public. C'est le docteur Volker Stanzel, qui est devenu un distingué diplomate, le numéro 3 de la diplomatie allemande, qui a été ambassadeur d'Allemagne en Chine et ambassadeur d'Allemagne au Japon, et qui a connu en quelque sorte son épouse, qui est d'origine chinoise, originaire de Taïwan, et qui l'a connue un peu par mon intermédiaire, parce que cette jeune chinoise était la sœur cadette d'une jeune fille que je connaissais par ailleurs, et qui était elle-même étudiante à Kyoto. Alors, c'était extrêmement sympathique. Le seul défaut de mon ami, c'est d'être socialiste, mais je pense qu'en vieillissant, il est peut-être de moins en moins. C'est un intellectuel extrêmement brillant. J'ai eu beaucoup de plaisir à le voir, à voir de hautes personnalités qui l'entouraient, des diplomates, des personnalités politiques, culturelles. Et j'ai eu beaucoup de plaisir aussi et d'intérêt à voir cette ville de Berlin. Je n'y étais presque plus revenu depuis 1989, année de la chute du mur, où j'étais présent le 9 novembre 89 à une réunion de la commission juridique des affaires européennes. J'étais passé à Berlin-Est. Je fais partie des tout derniers qui sont sortis de Berlin-Est par Checkpoint Charlie, avec les mitraillettes braquées sur moi. Je suis rentré chez moi le soir. Et mon épouse m'a dit, mais voilà, les contrôles ont cessé, le mur est tombé, la population est en liesse. Et moi qui étais là ce jour-là, je n'ai hélas rien vu, j'ai manqué cette occasion prodigieuse en repassant le soir. Mais je me souviens de la ville de Berlin, c'est une ville extrêmement triste, laide, très symptomatique du communisme. La ville portait encore les stigmates de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, les choses ont quand même considérablement changé. Berlin a dû être une ville magnifique avant-guerre, que de destruction. Évidemment, les bombardements anglo-saxons
et 50 années de communisme n'ont pas été bénéfiques à l'urbanisme de cette ville, qui pourtant est une ville assez large, où l'on circule beaucoup mieux qu'à Paris, où les gens sont assez détendus, et où l'on a méthodiquement, avec une ténacité qui force l'admiration, reconstitué un certain nombre d'éléments du patrimoine artistique, notamment le palais de Charlottenburg, etc. Voilà, voilà ce très bref passage dans cette ville. Parlons de l'actualité française. Oui. Vous vous étiez exprimé il y a quelques semaines dans une précédente vidéo et par Twitter sur le procès Méric qui alors était en cours. Le verdict est depuis tombé. Vous avez une impression particulière à ce sujet? Ah oui, je suis parfaitement indigné par ce verdict, absolument indigné. Manifestement, l'avocat général, M. Rémy Crosson du Cormier, dans cette affaire Méric de Belfond, il y a beaucoup d'aristocrates dans cette procédure, a obtenu pratiquement du jury populaire qui siège aujourd'hui avec les magistrats des condamnations extraordinairement lourdes et à mon avis tout à fait déplacées. Et un acquittement. Qu'il réclamait. Oui, il y a un acquittement, mais c'est bien naturel, c'est un acquittement d'un garçon qui était tout à fait en dehors de cette bagarre. Mais il y en a quand même, c'est Alexandre Hérault. Il y en a un autre, Samuel Dufour, dont il n'est même pas allégué qu'il ait porté un coup au jeune Méric, qui est condamné à 7 ans de prison. Oui, pour complicité et détention d'armes. Et l'auteur principal, Esteban Morillo, est condamné à 11 ans de prison, c'est-à-dire pratiquement, suivant les réquisitions de cet avocat général Crosson du Cormier, qui en avait demandé 12. Si vous rapprochez ça du fait que M. Crosson du Cormier, par exemple, quand il était avocat général, entre autres choses, dans un procès d'assises qui concernait une tentative d'assassinat d'un avocat, avait requis contre un homme qu'il considérait comme l'auteur des coups de feu. Je dis qu'il considérait parce que cet homme-là a été acquitté en appel. Mais il avait requis 8 ans de prison. 8 ans de prison pour une tentative d'assassinat avec une arme à feu. Là, dans une affaire qui est de toute évidence un accident suite à une bagarre malheureuse, mettant en cause un garçon, le jeune Méric de Belfond, dont on sait qu'il était gravement malade, extrêmement fragile. Bon. C'est absolument indécent. Alors peut-être a-t-on voulu donner une espèce d'amère satisfaction aux parents de ce jeune homme. Les parents de ce jeune homme contre lequel se pressaient les fameuses antifas promues à la situation de partie civile, de victimes, alors que ce sont eux qui ont été les provocateurs. Alors on a ergoté pendant des jours pour savoir si l'un de ces skins avait ou non un coup de poing américain. C'est une question d'ailleurs, à mon avis, je regrette de le dire, tout à fait secondaire. Ce n'est pas parce qu'il y avait un coup de poing américain que ça prouvait forcément une intention d'attaquer. Ça pouvait aussi être une intention de se défendre, puisqu'il est avéré que ce sont les militants soi-disant antifascistes qui ont cherché la bagarre, qui sont venus provoquer ces 3 malheureux. Bon. Et ça, mais c'est très révélateur d'une mentalité dans laquelle cette mythologie antifasciste excuse tout, pardonne tout. Vous vous dites antifasciste, tout vous est pardonné. Les violences, les brutalités. Nous voyons ça depuis des dizaines d'années. Pendant très longtemps, pratiquement 2 réunions publiques sur 3 que je faisais ou que nous organisions étaient physiquement agressées par ces gens-là, alors que nous n'avons jamais agressé les réunions publiques de nos adversaires. Mais ceci dans l'indifférence ou avec la complicité active des pouvoirs publics. Eh bien, je pense que c'est extrêmement grave. Et je pense que ce verdict, dont j'espère bien qu'il va être réformé en appel, est une formidable incitation pour ces voyous antifascistes contre lesquels les parents Méric auraient dû se retourner. Parce que ce sont eux les véritables coupables de la mort de leur fils. Ce sont eux qui l'ont incité à venir. Ce sont eux qui l'ont entraîné dans leur fanatisme. Ce sont eux qui l'ont entraîné dans la violence. C'est eux les responsables. Ce n'est pas le pauvre Esteban Morillo ou Samuel Dufour. Bon. Donc je suis véritablement
indigné par cet arrêt. Maître François Hérault, qui défendait le seul accusé qui était acquitté, mais qui pendant 4 ans a vécu dans l'angoisse, jour et nuit, de ce qui allait lui arriver, et qui sans doute ne s'en remettra très difficilement, a voulu dire ce que j'ai dit, a voulu mettre en cause les agresseurs antifascistes. Eh bien, la présidente, Madame Simeoni, l'a interrompu en lui disant « Mais maître, que faites-vous? Est-ce que voulez-vous donc faire le procès de la partie civile ?» Bien sûr, oui, il fallait faire le procès de ceux qui ont été abusivement présentés comme plaignants et comme victimes dans cette affaire. Ces violences antifascistes que vous dénoncez, elles se poursuivent pourtant à l'encontre d'Éric Zemmour, dont les dédicaces à la nouvelle librairie ont été invitées par divers collectifs anarchistes ou antifascistes à venir bouleverser sa séance de dédicace. Et Éric Zemmour, qui par ailleurs serait, selon la rumeur publique, déprogrammé dont n'est pas couché, l'émission de Laurent Ruquier. Est-ce que vous avez peut-être... Extraordinaire. Écoutez, on n'est pas obligé d'être d'accord avec Zemmour sur tous les sujets. C'est un homme courageux, c'est un esprit original. Il est de droite, ça lui est plus facile peut-être malgré tout qu'à d'autres. Il est l'objet, il est déprogrammé. Son émission de débat avec Nolo, c'était une des rares émissions qui intéressait mon épouse. Vous voyez, bon, on l'a supprimé. On le déprogramme chez Ruquier, on le déprogramme partout. J'ai entendu monsieur, sauf erreur de ma part, monsieur Apathy, qui s'indignait de ce que Zemmour trouve un éditeur. Et là, on voit le degré de liberté de ces gens-là, qu'ils essaient de contredire Zemmour, qu'ils écrivent des bouquins pour réfuter ceux de Zemmour. Très bien. Alors, il y a même un intellectuel prétendu, mais en tout cas stipendié. Il se dit philosophe et sociologue, et il dispose de revenus que lui fournit la République dans je ne sais quel centre de recherche ou université. Il s'appelle monsieur Geoffroy de Lagasnerie. Voilà. Monsieur Geoffroy de Lagasnerie, je le trouve très lagaçant, ce Lagasnerie. Eh bien, il relaie un appel qui est un appel évidemment à la violence pour empêcher Zemmour de dédicacer ses bouquins dans une librairie, et qui est un appel à l'attaque en réalité contre cette librairie. Alors moi je dis que monsieur de Lagasnerie est un lâche, voilà, un misérable lâche, voilà, et que s'il est si brillant sur le plan intellectuel, bah écoute, il n'y a qu'à faire un livre pour répondre à Zemmour, car je ne doute pas que tous les micros se tendent pour monsieur de Lagasnerie dans le temps même où il se ferme pour Zemmour. Je suis très inquiet. Je trouve que la liberté d'expression se réduit dans notre pays comme une peau de chagrin, et c'est ce qu'a dit un homme que je ne connais pas, mais qui animait de façon parfaitement équitable une émission de véritable débat, et qui dit très justement qu'aujourd'hui, on ne peut plus débattre librement en France, c'est M. Frédéric Tadei. Je crois que c'est extrêmement préoccupant, et on le doit à un certain nombre de salopards, dont la liste est trop longue pour que je la donne ici. Très bien. Autre sujet peut-être qui fera débat dans les jours à venir, c'est la décision du comité consultatif d'éthique au sujet de la PMA qui lui avait été soumise, la procréation médicalement assistée, pour laquelle il s'est dit favorable. Alors, oui, ce comité d'éthique, d'ailleurs, a une légitimité assez faible, parce qu'il faut, paraît-il, qu'il y ait des scientifiques de haut rang dans ces... Mais en quoi est-ce que les scientifiques sont plus aptes que d'autres à décider des questions morales? Ça n'est pas du tout évident. Alors, peut-être savent-ils mieux juger de la réalité de la pratique. Nous voyons la technique du voleur chinois, n'est-ce pas, c'est qui va toujours dans le sens de la destruction des unions naturelles, de la destruction de la structure familiale, même s'il y a des familles décomposées, recomposées, avec des gens tout à fait héroïques et tout à fait louables moralement. Mais ça ne peut pas être, la famille monoparentale ou la famille homosexuelle ne peut pas être la norme, bien sûr. Or, on a méthodiquement procédé. On a d'abord fait voter le Pacs. Et quand certains protestaient contre le Pacs en disant ça va amener au mariage homosexuel, on leur disait mais pas du tout, au contraire, le Pacs, on va faire le Pacs, on va s'arrêter là. Bon. Et puis après le Pacs, on a fait évidemment le mariage homosexuel. Et quand on a dit mais le mariage homosexuel, ça va déboucher sur l'adoption des enfants, sur la fabrication d'enfants sans père,
n'est-ce pas? C'est ça la PMA. Voilà, on prend le sperme d'un donneur quelconque et voilà, avec ça on fait des enfants. Bon, eh bien, on ne nous a dit pas du tout. Bon, eh bien, nous voyons que maintenant nous y sommes. Et bien sûr, l'étape suivante, ça va être la GPA, c'est-à-dire la gestation pour autrui, c'est-à-dire qu'on va louer le ventre de certaines femmes, de préférence dans les pays pauvres, et on va leur faire fabriquer des enfants. Tout ça procédant d'ailleurs de l'idée qu'il y a un droit à l'enfant. Mais moi, je m'excuse, mais il n'y a pas de droit à l'enfant. Certes, et je suis bien placé pour le savoir, avoir des enfants est une des plus grandes joies de l'existence, pour la plupart du temps du moins, et des petits-enfants tout autant. Mais il n'y a pas de droit à l'enfant. La famille existe, l'adoption existe, etc., dans l'intérêt de l'enfant, de l'éducation de l'enfant. Et ça n'existe pas dans l'intérêt des parents ou dans l'intérêt des adoptants, par exemple, s'agissant de l'adoption. Et par conséquent, il faut, dans toute la mesure du possible, s'efforcer de faire qu'un enfant trouve un père et une mère qui le connaissent, qui le reconnaissent, qui l'aiment, même si, bien sûr, il y a des accros dans la vie. Il y a des enfants qui sont orphelins, il y a des enfants qui naissent posthumes après le décès de leur père, il y a des enfants du divorce, il y a des... Bon, bien sûr, tout ça, ça existe, mais ça ne doit pas être érigé en norme. Et c'est ce que je regrette, ce que je déplore beaucoup dans cette évolution qui, moi, ne me surprend pas, qui s'inscrit dans la ligne de ce que le regretté pape Jean-Paul II appelait la culture de mort, laquelle progresse très rapidement en Occident, surtout en Occident, pas tellement dans les autres cultures et civilisations, ce qui représente un très grand danger pour la nôtre. Dernier sujet peut-être, M. Manuel Valls a annoncé son intention de quitter son mandat de député en France et de se présenter à la mairie de Barcelone. Ceci peut-être va vous réjouir. Je vois un sourire sur votre visage. Écoute, c'est... Mais rétrospectivement, on peut se dire, mais ce ministre, ce Premier ministre de la France, était-il dans les négociations internationales un patriote français ou un patriote espagnol? Je suis heureux que la plupart du temps, aujourd'hui, nos intérêts coïncident avec ceux de l'Espagne, qui est un pays pour lequel j'ai beaucoup de sympathie et beaucoup d'intérêt. Mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Et ça pose quand même un problème, que dans notre personnel politique, actuellement, je sais que j'avais eu, avec un jeune député socialiste qui, fort heureusement, n'est plus député, M. Rian Sipel, une altercation à ce sujet. Il voulait même me traîner devant les tribunaux, parce que j'observais, d'après l'association parlementaire qu'il avait fondée, qui avait quantité de parlementaires qui se targuaient de leurs origines étrangères, voire de leur double nationalité. Bon, ce qui me semble, et c'est vrai qu'ils sont de plus en plus nombreux, et ça me paraît poser un problème. Autant je comprends très bien que l'on soit attaché à plusieurs cultures, une culture d'origine, une culture française, si on est de nationalité française, autant je comprends moins sur le plan politique ce genre de parcours. Il me semble que les allégeances de cette nature ne se partagent pas. Madame Hidalgo, qui est née espagnole, dont les parents ont obtenu la nationalité française, qui est devenue française elle-même, qui a obtenu la nationalité française en même temps que ses parents, je crois, bon, a redemandé par la suite la nationalité espagnole. Je dois dire que ce nombre de cas se multipliant, cela pose un problème, ça pose un problème politique, pas un problème culturel, qu'il y ait des gens dans ma propre famille qui puissent faire le pont entre plusieurs cultures et plusieurs civilisations, c'est intéressant, mais encore une fois, les allégeances et les fidélités politiques ne se partagent pas. C'est pourquoi j'espère d'ailleurs que Mme Hidalgo, qui a repris la nationalité espagnole, va suivre l'exemple de M. Valls et pourquoi pas se présenter à la mairie de San Fernando, sa ville natale en Espagne, ce qui permettra aux Parisiens de respirer et peut-être de circuler un peu mieux dans une ville qui a été méthodiquement obstruée par la politique qu'elle a menée avec son équipe au cours de ces dernières années. Merci Bruno Gollnisch. Je vous en prie.